point de Tervuren, au sud de Bruxelles, à mi-chemin à peu près entre Louvain et la capitale. Ici, sur la chaussée de Louvain, se trouve le Musée royal de l'Afrique centrale, mieux connu sans doute sous l'appellation le Musée de Tervuren. La salle commémorative du musée est dominée par la statue majestueuse du roi Léopold II, le roi qui, au siècle dernier, put acquérir une colonie africaine. Déjà, quand il n'était encore que duc de Brabant, Léopold avait l'esprit colonisateur. En 1860, le duc Léopold offrit au ministre Frère Orban une pierre portant l'inscription « Il faut à la Belgique une colonie ». Au cours du XIXe siècle, bon nombre de tentatives de colonisation avaient déjà été entreprises depuis la Belgique. En 1841, une société belge marqua même son intérêt pour le Guatemala en vue d'une colonisation. Un nombre de pièces datant des siècles passés et conservées ici évoquent l'activité des Belges en dehors de l'Europe. Elle était importante. Par exemple, en Chine. Le chemin de fer reliant Pékin à Hankow, long de 1214 km, fut construit dès 1897 par la Belgique. Mais pour les Belges, ce ne sera ni l'Amérique ni l'Asie, mais l'Afrique qui fera l'objet de colonisation. Dans le département Histoire du musée, nous voyons comment, en 1571, les cartographes portugais voyaient l'Afrique, traçant des cartes d'une précision surprenante, du moins en ce qui concerne les lignes côtières. Voici une carte faite chez nous en 1628, d'après celle élaborée au XVIe siècle par le grand Mercator. Par contre, l'intérieur de l'Afrique centrale était mal connu. À la fin du XVIIIe siècle, on représentait déjà en détail le type africain noir. Au début du XIXe siècle, la carte dessinée par John Carey montre clairement que l'Afrique centrale, c'était l'inconnu. Mais voici Stanley, ce journaliste américain parti en Afrique à la recherche de l'explorateur Monsieur Livingstone. Ayant retrouvé son expédition, Stanley, de retour en Europe, sera chargé par le roi Léopold II d'explorer l'Afrique. Le drapeau américain à 13 étoiles seulement, c'est la fin du siècle dernier, ainsi que la valise de Stanley se retrouvent au musée grâce au petit-fils de Stanley. Voici Stanley tel qu'il était dans les années 80 au service du roi Léopold II. Il établit plusieurs colonies le long du fleuve Congo. En 1883, les Stanley Falls et l'Équateur. En 1881, Léopoldville. Et en aval du fleuve, les villes de Vivi, d'Isangila, de Manayanga. L'exposition internationale de Bruxelles de 1897 voulut montrer aux Belges quelle était la population et quels étaient les produits de l'État indépendant du Congo. Ce grand événement eut lieu à deux endroits différents, à Tervuren, où se tenait l'exposition congolaise, et là où se trouve aujourd'hui le parc du Cinquantenaire. C'est pour relier ces deux lieux que Léopold II avait fait construire l'avenue de Tervuren, une double chaussée qui, longeant le parc de Haut-Luet et traversant la forêt de Soignes, liait le Cinquantenaire à Tervuren. C'est là que Léopold II fit construire le Palais des Colonies, pour qu'il soit une fenêtre grande ouverte sur le Congo. Il y avait là la salle des grandes cultures, comme le cacao, le café, le tabac. Il y avait une section ethnographique, avec des objets de tout genre, réunis par des explorateurs et des militaires. Ce qui nous étonne encore aujourd'hui sont ces groupes de personnages réalisés par des Belges. Ils devaient contribuer à la connaissance plastique de l'homme africain.
Mais pour la première fois, on avait fait venir à Tervuren des Congolais. Ils avaient construit leur case près de l'étang de Tervuren. 267 Congolais étaient venus spécialement en bateau par le port d'Anvers pour participer à cette exposition. Ils occupaient 3 villages sur les bords de l'étang Saint-Hubert. Ces villages n'étaient habités que de jour et seulement quand il faisait beau. Heureusement, car l'été de 1897 ne fut pas des plus chauds. Parmi les Congolais, il y avait des soldats des jeunes forces armées congolaises. Un jour, coup sur coup, 6 hommes et une femme moururent, ce qui provoqua pas mal d'agitation dans la presse et au bout de 2 mois d'été, les Congolais retournèrent chez eux. Malgré ces incidents, l'exposition obtint un réel succès. Les Belges étaient désormais sensibilisés à l'Afrique. En 1905, Léopold II prit une nouvelle initiative. Il se rendit à Tervuren pour la pose de la première pierre de l'école mondiale, qui devait assurer une formation spécialisée au personnel d'outre-mer. Mais l'école mondiale n'a jamais pu exister. Depuis 1885, l'État indépendant du Congo était gouverné par Léopold II. Pendant toute cette période, les cadres belges de l'État ont ramené une foule d'objets. Les collections belges devenaient si importantes que Léopold II voulut un musée plus grand. En 1908, grâce à la dotation de Léopold II, l'État belge reprit l'État indépendant du Congo qui devint colonie belge. Le nouveau musée était déjà en construction depuis 1906, toujours à Tervuren. Il fut inauguré en 1910, après la mort de Léopold II. L'architecte choisi par le roi lui-même était le français Charles Giraud. C'est lui qui dessina les plans du Petit Palais à Paris. Et l'entreprise de construction était une firme bruxelloise. Le roi Albert fut présent à l'inauguration. Le musée congolais devint alors le musée royal du Congo belge. Il avait un double but, promouvoir la recherche scientifique et susciter l'intérêt pour le Congo. Dans cette rotonde, nous voyons comment des artistes européens, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, représentaient les Africains. Certaines statues datent encore de l'exposition de 1897. Quelques-unes ont été faites par Herbert Ward, un assistant de Stanley. D'autres pièces conservées ici nous montrent comment les Congolais voyaient les Européens et leur civilisation. Le Christ crucifié, une institutrice, des infirmiers ou encore le transport. Dès 1910, le musée fut divisé en départements, chaque département ayant son objectif et son personnel spécialisé. Petit à petit, le musée acquit des collections splendides. Cela n'est pas dû au hasard, car depuis le début du siècle, le personnel scientifique faisait appel à tous ceux qui, au Congo, pouvaient les aider. Les fonctionnaires, les officiers, les missionnaires, les représentants des sociétés, afin qu'ils envoient au musée ne fût-ce qu'une seule pièce ou un seul objet. Les missions d'études, entreprises vers le Congo dès le début du XXe siècle, ont également ramené un grand nombre d'objets ethnologiques, témoignant d'un beau savoir-faire. Tissage, vannerie, poterie, sculpture en bois. La pipe n'aurait été importée en Afrique qu'au XVIe siècle par les Espagnols. Comment a-t-elle pu devenir un objet culturel d'un grand prestige? Voilà une question qui fait l'objet d'une étude ethnologique.
Les Congolais étaient aussi très habiles dans la fabrication de javelots. Mais c'est surtout l'art congolais qui frappa les Européens et les influença fortement. Voici quelques formes merveilleuses de l'art Luba. Et voici un roi Kuba. Cette statuette, représentant un pendu, était un moyen de dissuasion du délit qu'on faisait circuler parmi les membres de la société secrète des Lillois. Un diorama expose des objets non congolais, consacrés ici au rite du masque chez les Sénufaux en Côte d'Ivoire. On montre ici les différents objets et phases entrant dans l'initiation chez les Poro. Le grondement du tambour symbolise la voix des ancêtres ou des esprits. Le rite Poro est secret, l'initiation prend 7 fois 7 ans. Le musée dispose également d'une collection d'instruments de musique assez extraordinaire. Les ethnomusicologues du musée ont réalisé des enregistrements précieux de musique africaine. Les couvercles de ces casseroles en bois sont décorés de figurines de toutes sortes, ce qui permettait au mari de connaître l'humeur de sa femme selon le type de couvercle qu'elle utilisait. Avant la colonisation, l'Afrique noire ne connaissait pas l'écriture et certains se servaient d'une idéographie décorative. Les linguistes du musée ont fait des études approfondies du proto-bantou qui a servi de base à 450 langues bantoues parlées en Afrique. Il y a 4000 ans, les bantous venant du nord, c'est-à-dire l'actuelle région frontalière entre le Nigeria et le Cameroun, se sont dispersés vers l'est et le sud de l'Afrique. Mais une partie des bantous s'est arrêtée à l'immense forêt tropicale. La langue parlée des bantous de l'Est s'est diversifiée dans de nombreuses langues. Sur le seul territoire du Congo, actuellement Zaïre, il y avait 250 langues mixtes bantoues, toutes nées de la première langue bantoue. 200 langues sont plus ou moins connues, 50 ont été décrites de manière approfondie, et ce sont surtout les Belges qui ont transcrit une partie de ces langues. Un grand nombre de travaux scientifiques ont été réalisés. Une grammaire du Luba Kassaï fut rédigée par un linguiste éminent. Le Bangu-Bangu fut également étudié. Et des dictionnaires ont été établis, par exemple le dictionnaire Kiluba français, des dictionnaires Ngombe néerlandais français, ainsi qu'un précis de la langue Ololo. Des fables racontant la jurisprudence des Nkundo furent relevées. Des histoires
lianjas ont été notés, y compris les intonations qui accompagnent les récits. Des travaux comme ceux-ci sont publiés dans Africana Linguistica, revue scientifique éditée par le département de linguistique du musée. Le sens d'un mot peut varier selon l'intonation. Dans la langue des Sangha du Shaba, le mot oudi peut signifier il est, ou bien tu es, ou encore celui qui est. Le mot mulumbi en Duala, langue du Cameroun, peut signifier 80, vers de terre, pas de signification, regard rêveur. Et toujours en Duala, le mot dibanga peut être noix de cola, fruits vénéneux, crevette. Il ne suffisait donc pas de noter ces langues, il fallait aussi tenir compte de la tonalité. En 1960, le Congo belge devient indépendant. Le Congo devient le Zaïre. Le musée aussi est rebaptisé. Il s'appelle le Musée royal de l'Afrique centrale, ce qui traduit l'élargissement du champ d'intérêt du musée à toute l'Afrique centrale. En visitant le musée, on peut aussi mieux connaître la géographie de l'Afrique. Les zones climatologiques y sont représentées de manière très concrète. La forêt équatoriale, humide et impénétrable, qui se transforme lentement. Pour devenir une forêt plus claire. Il y a ensuite la forêt de bambou, la savane, et la zone la plus élevée, la zone alpine. Dans le département des insectes et autres invertébrés, on peut observer les agents de la maladie du sommeil, de la malaria et de la fièvre jaune. Il ne faut pas oublier que les insectes constituent plus de la moitié des êtres vivants connus dans le monde, et ils sont très nombreux en Afrique. Le musée conserve 10 millions d'insectes différents, soit un insecte par habitant belge. Une collection particulièrement belle est celle des papillons. Les mêmes espèces de papillons peuvent avoir des couleurs différentes suivant l'endroit où on les a trouvés, dans la cuvette congolaise à gauche ou au Katanga à droite. Et voici les mêmes papillons collectés durant la saison des pluies, couleur claire, et puis en saison sèche, couleur foncée. Voici un papillon inoffensif, mais qui prend la couleur des papillons vénéneux pour tromper les oiseaux. Il y a des papillons hermaphrodites qui ont 2 ailes différentes. Et voici un papillon de nuit, vu par-dessus et vu par-dessous. Une collection très importante est celle des tilapias, des poissons qui vivent au Zaïre du nord au sud. Une étude approfondie a permis de décrire avec précision quel type de tilapia peut se développer et dans quelle région. L'étude a montré que sur 20 types reconnus, 3 ou 4 se prêtent facilement à l'élevage. Les points d'attraction du musée sont évidemment les dioramas. Ici, la savane septentrionale. La savane méridionale, avec son lion. La grue couronnée. Des léopards. Un éléphant. Et un chimpanzé de la forêt tropicale.
quelques stades de l'évolution de l'homme sont représentés dans une vitrine. Et puis, d'une importance scientifique capitale, ces crânes, avec à gauche les espèces disparues, à droite les ancêtres de l'homme moderne. Les espèces disparues avec le boseille et l'africanus. Et pour nos ancêtres, de face l'Homo habilis et de profil l'Homo erectus avec la mâchoire inférieure et enfin l'Homo sapiens. Cette mâchoire inférieure d'Homo erectus, trouvée au Kenya en 1982 par un archéologue du musée, et dont voici un moulage, est une des découvertes les plus importantes dans ce domaine. Toujours dans le département d'archéologie, cette tombe de la fin du XIIe siècle a été déterrée au Zaïre, également par des archéologues du musée. Elle a été trouvée à Sanga, au Chaba. Le cimetière aurait appartenu aux aborigènes de l'empire Luba. Autre pièce rare, des poteries de l'âge du fer, et cette sculpture en bois, la plus ancienne de l'Afrique centrale, cela date du 8e au 9e siècle. Un autre département est consacré à la géologie. Tout comme les autres chercheurs du musée, les géologues font des études scientifiques de manière intense. Ces études portent surtout sur le précambrien, il y a plus de 600 millions d'années, afin de mieux connaître l'histoire de la croûte terrestre. Les études de ces dernières années concernent principalement l'Afrique de l'Est. On utilise la télédétection. Les images prises au-dessus du Mali sont analysées. Celles-ci ont été obtenues par radar. Le satellite Landsat envoie également des images de la région autour du lac Tanganyika. Elles sont coloriées pour permettre de mieux distinguer les différentes lignes appelées linéaments, qui peuvent signifier beaucoup de choses, rivières, routes, couches géologiques ou cassures tectoniques. Le géologue reprend les coordonnées de chacune de ces lignes afin de dégager leur signification et il les met dans l'ordinateur. Ces chiffres permettront la mise en graphique des linéaments. Mais il faut le contrôle sur le terrain pour vérifier les résultats obtenus par les images et par le calcul. Les données obtenues sur le terrain sont également mises dans l'ordinateur afin de pouvoir disposer d'un stock complet de tout ce qu'on sait sur la composition du sol. Grâce à cela, le musée réalise des cartes géologiques qui sont coloriées en consultant sans cesse les données sur le terrain et les données obtenues par les satellites. Les cartes géologiques sont gravées à l'aide d'un saphir au musée et imprimées ailleurs. Les matériaux récoltés sur le terrain sont également analysés. Quant à la structure des minéraux, la poudre minérale fine est examinée à l'aide des rayons X. Et quant à la composition chimique des minéraux et des pierres, l'analyse alors est faite par fluorescence. Elle permet de déterminer quels éléments chimiques sont présents et dans quelle quantité. On fait aussi des tests d'absorption atomique et de spectrométrie. Le musée a déjà découvert plus de 20 minéraux nouveaux. Revenons à la carte géologique réalisée à l'aide des données de la télédétection du terrain et de l'analyse du sol. Cette carte montre des plissements et pour essayer de comprendre comment ils se sont produits, des modèles mathématiques sont proposés et modifiés jusqu'à ce que l'hypothèse émise concorde avec la réalité. Enfin, il y a l'étude de la tectonique.
La tension causée par le mouvement des plaques tectoniques dans le nord-ouest de l'Amérique du Sud est simulée ici. La tension entre les plaques est modifiée manuellement et rendue visible à l'aide d'un prisme. Cette simulation aide aussi à interpréter les images reçues par satellite. Technique moderne, archive ancienne, le musée tient aux deux aspects. On fait souvent appel, pour les recherches actuelles, à des cartes anciennes, dessinées à l'issue d'une étude sur le terrain. Le musée est un lieu ouvert à tous les États africains. C'est un lieu d'étude important pour les jeunes chercheurs africains. Le musée reçoit 200 000 visiteurs par an, dont 1/5 sont des écoliers. Le service éducatif s'occupe des relations avec le public, des visites guidées et des conférences didactiques. Et comme dans toutes les institutions de l'État, on y vend toutes sortes de choses. Et très rares sont ceux qui quittent le musée sans emporter quelques souvenirs du musée royal de l'Afrique centrale.